Donc, Kamala Harris a fait son choix. Ça va être Tim Walz, gouverneur du Minnesota. Euh, on avait fait un petit sondage. Ben, peut-être que c'est moi qui vous ai mal guidé. C'était le dernier choix. On avait vu Josh Shapiro 75%, Mark Kelly 9%, Tim Walz 7%, quelqu'un d'autre 9%. Alors, on peut dire que c'est un peu une surprise. Je ne l'avais pas nécessairement vu venir. Je crois que j'avais quand même un petit indice lorsque on avait remarqué que Harris avait commencé à reprendre l'attaque de Tim Walz sur le ticket républicain en les traitant de bizarres. Elle s'est mise à dire que c'était bizarre. C'est d'habitude, on dit des fois que l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie. Alors, c'était clair qu'elle trouvait ça impressionnant du côté de Tim Walz d'avoir réussi. Il a 60 ans, Michel. Tim Walz a 60 ans présentement. Il a l'air d'être beaucoup plus vieux que ça, mais il n'a que 60 ans. Donc, relativement jeune dans le monde un peu tordu de la politique américaine. Je crois que Tim Walz était de bien des façons le choix sécuritaire. Mais je vais commencer à vous expliquer pourquoi. On va passer ses points forts. C'est quelqu'un qui était le gouverneur du Minnesota, qui n'est pas explicitement en jeu, mais qui a été un État très convoité par Trump. Et Trump l'avait presque gagné en 2020. C'était beaucoup trop proche pour être confortable. Et c'est une démographie, le Minnesota, qui ressemble beaucoup aux États pivots du Midwest. Donc, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. Alors, c'est pas surprenant que Trump ait essayé d'aller chercher le Minnesota, qui n'est pas un État progressiste là, au sens qu'on entend en Californie, en Oregon, à New York, etc. Donc, prenant pour les républicains. Donc, on s'assure, c'est un peu là-dessus, c'est un peu une partie défensive, mais c'est aussi quelqu'un qui va être capable d'aller chercher beaucoup d'électeurs similaires à lui. Parce que c'est pas quelqu'un qui a fait des études prestigieuses, il a fait des études à Community College ou des universités d'État. Donc, il n'y aura pas cette espèce de distance que Kamala Harris pouvait avoir. Donc là-dessus, il la complète bien. C'est aussi quelqu'un qui est modéré sur bien des sujets. Je suis obligé de revenir voir. Shapiro aurait été mieux, oui, c'est ça. On va en parler. On va en parler de Shapiro. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi Walz était un bon choix. Parce qu'ultimement, ce qu'on va voir, c'est que la liste des points forts de Tim Walz est longue et ses points faibles, sa liste est courte. Puis là, il a fallu que je me force un peu pour les trouver parce qu'il faut aller un peu les chercher, ses points faibles. Donc, je pense que il est capable de parler à ces électeurs-là sans les fâcher, puis sans avoir cette controverse sur Israël. Parce qu'on va voir dans le système des 13 Keys, prendre Shapiro aurait pu menacer une des 13 clés. Puis là, on sait que c'est Kamala gagne par zéro clé. Là. Elle a le minimum de clés pour passer. Un Shapiro aurait pu venir bouleverser ça en provoquant des protestations, des manifestations importantes lors de la Convention démocrate. Vous allez voir que la position de Tim Walz sur Israël, modérée comme en toute chose, risque fort de calmer le jeu et de ramener à la maison des centaines de milliers d'électeurs qui avaient voté quelqu'un d'autre, là, qui avaient voté insatisfait. Lors des primaires, si vous vous souvenez, il y avait quand même un bon pourcentage de gens, même en Pennsylvanie, je me rappelle bien, qui n'avaient pas voté pour Biden, qui n'avaient pas voté pour un autre candidat, qui avaient juste voté uncommitted ou en tout cas, j'ai pas l'intention de voter. Il avait voté blanc essentiellement. Donc, lui ne va pas les fâcher autant parce qu'il a exprimé plus de sympathie pour les Palestiniens. Il appelle un cessez-le-feu notamment. Sans pour autant critiquer Israël. Là. On sait qu'il va prendre une position pro-Israël, ou en tout cas certainement dire que le 7 octobre était inacceptable et que la situation actuelle est inacceptable également. Donc, il va un peu ménager la chèvre et le chou. Donc, je crois que là-dessus, c'était un peu ça, c'est l'absence de faiblesse de Tim Walz. Mais on va en parler parce qu'il y avait l'appui de Bernie Sanders. Une capsule que j'ai publiée très tôt, mais qui a été peu vue par vous, chers auditeurs, c'est que Sanders n'avait pas encore endossé Tim Walz. C'était une des dernières voix à ne pas avoir endossé. Quand j'ai dit Tim Walz, vous comprenez que je voulais dire Kamala Harris. Il n'avait pas encore endossé Kamala Harris. Et on sait qu'il négociait son endossement. C'était sûr qu'elle allait faire campagne pour les démocrates et inviter les gens à voter démocrate, mais de là à endosser. Les États-Unis, ils ont un système d'endosseurs personnels qui est un peu, qui, je dirais pas unique, là, mais qu'on voit pas nécessairement partout. Là. C'est pas au Canada, en tout cas, que si quelqu'un endossait un autre politicien, que ça changerait grand-chose. Mais aux États-Unis, c'est un peu ça. C'est un signal à la base, c'est un signal aux organisateurs d'aller organiser pour cette personne-là. Donc, c'est lourd de sens, surtout que
pendant un long moment, Sanders avait presque la moitié du Parti démocrate avec lui, donc c'est plus que symbolique. Et en fin de semaine, comme l'avait fait remarquer une auditrice, Danielle Lacroix, Sanders avait appelé à ce qu'on choisisse Tim Walz. Je crois que ça faisait partie de ses négociations. Je crois qu'il savait très bien ce qu'il faisait Sanders. Je crois que ça faisait partie de ce qu'il mettait dans la balance en invitant Kamala Harris à choisir Tim Walz. Parce que, ultimement, Tim Walz a été un gouverneur progressiste. Là, j'ai passé un peu vite sur sa biographie. Donc, c'est un professeur primaire secondaire pendant 20 ans de temps. Donc, c'est vraiment un homme du peuple, comme j'ai dit. Il n'a pas fait des études prestigieuses. Il a été dans les réserves nationales, donc il est crédible du côté militaire. Il est très populaire auprès du working class. Et ce qui est significatif, je ne sais pas si je l'ai marqué ici, il a remporté une élection très difficile quand il était à la Chambre, donc à la House, avec des vents très défavorables. Puis en plus, il a commencé sa carrière en non gagnant une primaire démocrate dans un comté démocrate, mais plutôt en remportant un siège républicain et en le conservant par la suite. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de gagner des élections serrées dans le genre d'État dans lequel les démocrates veulent être forts. C'est pas négligeable. C'était un bon candidat. C'est pas pour rien qu'il était sur la liste. Je vous rappelle avec un peu d'amusement que quand même la communauté... 68 votes en passant. Moi, je savais même pas qu'on pouvait mettre des sondages sur une page YouTube. Je l'ai appris par la suite. Je disais, je vais le mettre, on va voir si quelqu'un le voit. Mais vous l'avez vu, vous avez été 68 à répondre. Puis vous étiez d'accord avec moi que Josh Shapiro était possiblement le meilleur choix. Je vais aller vite voir les commentaires. Francis Moreau, Shapiro espère secrètement qu'elle se plante pour 2028. Il y avait aussi un dénommé Kerry. Non, ça, j'avoue que là, j'ai manqué ça. Francis Moreau Waltz est aussi radical que Harris. Shapiro, beaucoup plus centriste. Première gaffe de Harris, à mon avis. Je ne peux pas être entièrement en désaccord. On va voir la carte électorale. Je ne suis pas convaincu du choix de Tim Walz, même si plus j'en parle, plus je commence à comprendre la sagesse derrière ça. Mais vous savez, c'est vraiment la décision de la candidate. Ultimement, c'est pas une décision qui est prise... c'est une décision qui est prise en comité aviseur, mais c'est vraiment la candidate. On dit que c'est la première décision du président, ou de la présidente, ou du futur président, de la future présidente. Et moi, j'ai pas vu en Kamala Harris quelqu'un qui est nécessairement montré qu'elle est une sage gouvernante. Ok, je dis pas qu'elle ne sera pas, mais je trouve son bilan comme procureur général de la Californie extrêmement douteux. On en reparlera, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler encore. Je pense que c'est quand même un peu un accident de l'histoire qu'elle se retrouve là. Je crois qu'à mesure que la campagne va commencer à retrouver une certaine normalité, parce qu'il reste juste 3 mois, normalement ça gagne en intensité, mais on ne peut pas battre l'intensité d'un remplacement du candidat à 3 mois du vote, là. Mais je pense qu'on va se rendre compte qu'elle n'est pas très bonne en entrevue, elle n'a pas vraiment une très bonne habilité de connecter avec les électeurs. C'est pas quelqu'un qui donne des grands discours. Là, on voit, il y a un enthousiasme tel qu'elle a de la misère à finir ses phrases parce que la foule est vraiment très enthousiaste. Ça pourrait complètement compenser. Je dis pas qu'elle peut pas gagner. Je veux juste dire, on n'a pas affaire à le plus grand talent générationnel depuis je sais pas quand. Là. Il y a des gens qui disent ça, mais je sais pas sur quoi ils se basent. C'est pas ce que j'observe. Je vois quelqu'un qui est très awkward en entrevue, là, très malaisant en entrevue. C'est quelqu'un qui est malaisant aussi en discours quand on l'écoute. Là. Elle a un drôle de ton. Je trouve pas qu'elle connecte nécessairement avec le public. Puis, donc, ça me surprend pas qu'elle fasse un choix qui est un petit peu à l'extérieur de l'ordinaire. Par contre, pour ce qui est de la question d'Israël, vous allez voir, je pense que juste pour cette raison-là, c'est vrai que ça peut avoir une certaine logique de mettre Josh Shapiro. On va en parler à mesure que ça avance. Mais je veux continuer de vous parler de Tim Walz. Donc, comme gouverneur, il a gouverné de façon progressiste. Il est en faveur de légaliser l'accès à l'avortement. Il est en faveur de la légalisation de la marijuana. Je ne crois pas qu'il ait passé ça parce que le gouvernement ne peut pas adopter ces lois-là. C'est exactement une espèce de microcosme du fédéral. Alors, on a besoin des 2 chambres de l'État, quand il y a 2 chambres, ou sinon de la chambre de l'État, et de la signature du gouverneur pour passer à une loi. Par contre, il a fait adopter un programme de déjeuner dans les écoles. À titre d'ancien enseignant, il connaît bien la valeur d'un déjeuner. Ce que je crois qui est absolument essentiel également. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'étudier le ventre vide, mais c'est pratiquement impossible. Il a passé des lois pour le contrôle des armes à feu après la tuerie, je crois, de Parkland, mais là, citez-moi pas là-dessus, il me semble par cœur que c'est ça.
Et il a adopté des décrets pour réglementer l'usage de la force par la police dans la foulée du meurtre de George Floyd par des policiers. J'oublie le nom de celui qui s'est retrouvé avec 20 ans de prison, mais je vois vraiment son visage super clairement. Là. C'est une vidéo qui a fait le tour du monde et qui a beaucoup marqué l'imaginaire. Très populaire auprès du working class, comme j'ai dit. C'est quelqu'un qui est très à l'aise avec les fermiers, avec les cols bleus. C'est quelqu'un qui va passer pas mal toute la campagne à faire campagne dans le Rust Belt, comme j'ai mentionné ici. C'est pas rien, il est président, j'ignorais ça avant aujourd'hui, il était le président du Conseil des gouverneurs démocrates, ce qui veut dire qu'il est très populaire auprès des autres gouverneurs démocrates, qui est très populaire en général. Les gens l'aiment beaucoup. Puis ça va être important pour la campagne parce que c'est vraiment un travail d'équipe, une campagne. Et donc, avoir quelqu'un qui est capable d'aller chercher des gens, ça va être lourd de conséquences. Il s'est bien entendu avec Kamala Harris sur le plan personnel. C'est aussi important parce qu'ils vont faire campagne ensemble. Là, normalement, on fait campagne ensemble pas mal plus longtemps que ça. Mais aussi, ils vont gouverner ensemble. Ça serait important d'avoir quelqu'un sur lequel on peut faire confiance. Et comme j'ai mentionné en début de stream, c'est lui qui a sorti l'attaque qui sont juste bizarres contre Trump et Vance, que le clan Harris avait repris. Et c'était un peu, moi, ce qui m'avait donné le petit puce à l'oreille, parce que, ultimement, quand on reprend une attaque comme ça veut dire qu'on trouve que la personne réfléchit bien, on aime comment elle pense. Donc, c'était quand même un indice, là. Ça sort pas absolument de nulle part. Sa position sur Israël en général. Donc ça, c'est un peu les points forts. Je vais retourner voir s'il y a des chats additionnels. Si Trump remporte la Pennsylvanie, il a de très bonnes chances. Michel Harvey, vous avez tout à fait raison. Je pense même, je ne sais pas comment les démocrates, on va regarder la carte ensemble, mais ça demanderait beaucoup aux démocrates si Trump allait gagner la Pennsylvanie. C'est la raison pour laquelle, ultimement, c'est comme ça vaut peut-être tous les risques d'y aller pour Josh Shapiro. Trump devrait s'emplacer de débattre avec elle. Je pense que oui, mais je pense que Trump en a perdu quand même pas mal. Ça a été, caché par la performance de Joe Biden, qui en a beaucoup plus perdu que Trump, mais je pense que quand même Trump en a perdu des bouts. Je suis pas certain de comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, j'observe le direct, mais ça, c'est il y a longtemps. Vous me direz si vous voyez toutes les choses. J'ai l'impression que je suis en train de faire un petit replay. Enfin, parlons des points faibles. Parlons des points faibles de Tim Walz qui nous dit qui a été critiqué par la droite pour avoir tardé à appeler la garde nationale pendant les manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Il a été critiqué par la gauche pour avoir appelé la garde nationale tout court, donc c'est un peu... ça y a pris 3 jours le faire. Là. Je trouve pas que c'est nécessairement personnellement long, mais en même temps, bon, il y avait le feu dans les rues et tout. Donc, comme je dis, il faut creuser un peu. J'étais côté A par la NRA, là, la National Rifle Association, le lobby des armes à feu, puis maintenant il s'est fait recaler depuis qu'il a adopté les contrôles des armes, les lois de contrôle des armes à feu. Puis il est plus faible que Shapiro en Pennsylvanie. Mais on peut quand même parler des points faibles de Shapiro. Il est très pro-Israël. Il est juif et ça c'est un problème de symbole. Là. C'est sûr que si en pleine guerre à Gaza, il y a vraiment une partie importante quand même de la base démocrate qui est complètement outré de ce qui se passe et qui menace de retenir son vote. Là, on nommerait un juif extrêmement pro-Israël. Au niveau du symbole, ça pourrait créer des problèmes. Mais moi, je vous avais mentionné, vous vous en souvenez peut-être, si c'est pas lui, c'est son clan qui a fuité sa nomination quand la mairesse de Philadelphie a publié une vidéo dans laquelle elle disait « J'appuie Kamala Harris pour présidente et Josh Shapiro pour vice-président ». L'histoire va nous le dire, parce que c'est sûr qu'on va aller au fond de cette histoire-là. Est-ce qu'elle faisait ça pour mettre de la pression pour qu'on choisisse Shapiro, ou est-ce qu'elle a fait ça parce qu'elle avait reçu le signal que ça serait peut-être lui, puis là, il y a quelqu'un dans son équipe, parce que je dis que c'est elle, mais c'est pas elle, c'est quelqu'un dans son équipe qui a diffusé ou qui a laissé couler cette vidéo. Puis là, ça a fait un peu le tour de la classe politique. Et je crois que c'est revenu vite à la Maison-Blanche, puis on dit, écoute, Josh, c'est une question de confiance, là, ça commence comme ça commence bien mal. Donc, j'ai hâte de voir si c'est ça ou si c'est simplement la mairesse qui a tenté de mettre un peu de pression pour qu'on choisisse son gouverneur. Je vous montre les 13 clés. OK? J'ai ici aussi la définition, là, parce que c'est quelque chose qui est relativement mal compris. Encore un petit coup d'œil du côté du chat. Michel Harvey, il connaît la valeur d'un déjeuner. Il devrait aller travailler chez McDonald's. OK. D'accord, je pense que c'est surtout... quand on travaille avec les enfants, on voit bien qui n'a pas mangé puis qui est capable d'apprendre ou pas, mais bon.
Vous allez me dire peut-être qu'un professeur primaire secondaire est peut-être un peu loin de son profit quand on parle de lui comme étant le vice-président et devenir président si jamais il arrive quelque chose au président, peut-être, mais je pense quand même que c'est rafraîchissant de ne pas avoir un avocat pour une fois. Alors, midterm gains. On vous rappelle que 8 clés sont nécessaires pour que Harris gagne et 6 clés fausses pour que Donald Trump gagne. Il y en a 13. Donc, midterm gains, les républicains ont fait des gains dans les midterms et c'est pas, si on voit ici, là. Donc, c'est de midterm à midterm. Alors, il ne faut pas faire l'erreur de penser que c'est de midterm à l'élection de 2 ans président, parce que la Chambre, vous le savez, c'est aux 2 ans. Donc, c'est un système, là, juste bref petit cours, là. La Chambre basse, la House, est changée entièrement aux 2 ans. C'est les créateurs de la Constitution ont voulu que la Chambre soit la plus proche du peuple, donc dès qu'il y a un changement dans le peuple, on change la Chambre. Aux 4 ans, il y a l'élection présidentielle, et donc en même temps, on change la Chambre basse. Et à chaque 2 ans, donc à chaque élection de la Chambre au complet, on élit un tiers du Sénat. Les mandats des sénateurs sont de 6 ans. Donc à tous les 2 ans, il y a des élections, et ce qui change, c'est qui est en jeu. Donc il y a un tiers du Sénat et la Chambre minimum, et une fois par 4 ans, il y a aussi le président. À travers ça, il y a des gouverneurs, mais ça descend vraiment bas. Là. Quand les gens disent je ne l'élirai pas attrapeur de chiens, je pense que vraiment, il y a des places où on choisit les gens qui sont responsables d'attraper les chiens. Là. Ça descend jusqu'en bas. Donc voilà, c'est juste vous expliquer rapidement. On considère midterm versus il y a 4 ans midterm. Ça, c'est. Il n'y a pas de dispute possible. Les républicains ont ce point. No primary contest, c'était défini. Quand il dit serious, mais il n'y a personne qui a remporté un tiers des votes dans une primaire. Et c'est le cas, là. Kamala Harris s'est présentée, il n'y a personne qui s'est présenté contre elle, et certainement pas un tiers. Donc ça, c'est une clé qui va... Ces 2 clés-là sont inamovibles. Incumbent seeking re-election, c'est est-ce que c'est le président qui se représente? C'est une clé. Et non, ce n'est pas l'incumbent. C'est pour ça d'ailleurs que Alan Lichtman, qui a inventé ce système, disait que tactiquement, les démocrates devraient demander à Joe Biden de démissionner de la présidence, mettre Kamala Harris présidente pour avoir cette clé en sa faveur, pour qu'elle ait été nommée présidente, qu'elle puisse s'imposer comme étant quelqu'un qui est déjà président. Ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant, donc cette clé, on peut la mettre un peu rouge pâle parce que c'est pas encore dit que Joe Biden démissionnera pas juste à la fin. No third party. Bon, no third party, là. No significant third party, mais Alan Lichtman a expliqué qu'il s'agit de quelqu'un qui est capable de remporter 5% du vote. Et ça, présentement, on va le mettre bleu pâle, là, mais parce qu'en passant, le tiers parti, peu importe qu'est-ce que les sondages disent, c'est vu comme étant la représentation d'une insatisfaction en face au gouvernement existant, donc c'est quelque chose qui va contre les gens qui détiennent la Maison-Blanche. Et là, présentement, il y a RFK, mais RFK n'arrête pas de s'enfoncer. J'ai même pas parlé là, de la dernière histoire de l'ourson, l'ourson mort qui a déposé dans Central Park, qui a révélé ça à Roseanne Barr. Quand même assez spectaculaire là, comme histoire. Une autre histoire abracadabrante de RFK Jr. qui, selon les derniers sondages, serait peut-être à 2%. Puis je vous rappelle qu'il n'est pas présent dans tous les États parce que c'est très difficile de se présenter à la présidence. Je vous rappelle qu'on doit se présenter président dans chacun des 50 États. On ne se présente pas à la présidence fédérale, on se présente à la présidence dans 50 États, 50 règles, 50 montants à débourser, 50 quantités de pétitions à rendre avec un certain nombre de noms dans un certain État qui doit un certain nombre de comtés. Donc Robert ne remplit pas les critères. Encore une fois, ce n'est pas votre opinion, ce n'est pas mon opinion. Il y a un critère et le modèle fonctionne en respectant les critères. Donc, strong short-term economy, c'est qu'on ne soit pas en situation de récession. Ceci n'est plus possible. Ceci, c'est réglé. Là. Les chiffres de la croissance économique sont rentrés pour le 2e trimestre. Ils sont positifs. Il y a eu de la croissance positive. Une récession, c'est 2 trimestres consécutifs négatifs. Donc, ce n'est pas possible. Les chiffres pour août, septembre, octobre vont rentrer juste avant le vote en novembre. Mais même si c'était négatif, ce ne serait pas une récession parce que le dernier trimestre a été positif. Donc, ceci est une clé démocrate. Strong long-term economy, qui est définie comme étant la croissance moyenne pendant le mandat plus grande que la croissance moyenne pendant les 2 mandats précédents. Là, présentement, c'est oui. Donc, c'est très difficile de penser qu'en 3 mois, ça va changer. Il faudrait vraiment qu'il y ait une implosion, mais on va le laisser comme pas entièrement complètement conquis.
Major policy change, il y a eu une énorme différence, oui, entre Joe Biden et Donald Trump, un peu sur toute la ligne. Ça remplit en tout cas le critère d'Alan Lichtman. No social unrest, je vais le laisser blanc parce que c'est de ça qu'on va parler. Pas de scandale, doit être un scandale personnel qui touche le président directement et qui doit avoir rapport avec la corruption. Là. Pas qu'il est vieux ou qu'il est fatigué ou quoi que ce soit. Je vais le laisser comme ça parce que, who knows, là, ça pourrait être encore en train d'arriver, mais pour l'instant, Alan Lichtman ne considère pas que ce critère est rempli selon la façon dont son modèle fonctionne. No foreign military failure, ceci est plutôt rouge parce que, en fait, oui, ça a été un peu laid, la façon dont les gens ont quitté l'Afghanistan. En général, la guerre en Ukraine nuit à l'image aux États-Unis. La guerre en Israël nuit à l'image des États-Unis. On passe pour des gens qui n'ont pas été capables de protéger leurs alliés. Donc, certainement, un échec du point de vue. Je le laisse comme ça, juste au cas que peut-être, mais je crois que c'est plutôt rouge. Major foreign military success, est-ce qu'il y en a eu? Non, il n'y en a pas eu. C'est plutôt le contraire. Là. Les États-Unis ont rien remporté. C'est pas parce qu'ils ont organisé une belle conférence de l'OTAN récemment que ça compte. Et là, les clés les moins bien compris. Charismatic incumbent, est-ce que c'est une personne qui est du genre... Parce que dans le fond, le critère pour les deux, le charismatic incumbent, uncharismatic challenger, là, c'est simplement... Charismatic se définit par être capable d'aller chercher des gens de l'autre côté. Est-ce que Kamala Harris est capable d'aller chercher des électeurs républicains traditionnels? Absolument pas. Est-ce que Donald Trump est capable d'aller chercher des électeurs traditionnellement démocrates? Absolument pas. Donc, selon le modèle, il ne remplit pas ce critère. 1, 2, 3, 4, 5. Ça en prend 6. OK? 6 pour remporter. Donc, celui-ci, c'est la dernière wildcard, c'est la dernière indéfinie. Social unrest, OK? Social unrest est défini par plus que des manifestations. Il y en a tous les jours aux États-Unis, des manifestations. C'est est-ce que vraiment les rues sont pleines? Est-ce qu'il y a des clashs avec la police? Est-ce qu'il y a des poubelles qui brûlent, OK? Ça, c'est le critère. Puis ça, c'est ce qui aurait pu se produire avec un Josh Shapiro au moment de la Convention démocrate. C'est surtout au moment de la Convention démocrate. Si pendant la Convention démocrate, il y a 100 000 personnes dehors qui brûlent des choses, qui s'en prennent avec les forces de l'ordre, qui font appeler la garde nationale, là, ça tournerait rouge. Puis là, on se ramasserait avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 clés suffisants pour l'emporter pour Donald Trump. Et si ce n'est pas le cas, selon ce modèle, il y a 8 clés bleues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clés bleues. C'est suffisant pour que Kamala Harris l'emporte. Donc, c'est pour cette raison-là, ultimement, que malgré tout ce que je vais vous dire par la suite sur la carte, on n'a pas choisi un Shapiro. Je pense que c'est la raison. Je vais mettre à jour les commentaires. Allons voir. Si Trump remporte la Pennsylvanie, très de bonne chance. Une chose qui est très claire, c'est que c'est pas la meilleure choice de Harris pour son colistier. J'ai pas un bon pressentiment. Elle va perdre, je pense. Encore une fois, là, on va regarder. Daniel Lacroix, je pense que la mairesse a peut-être fait preuve d'un peu trop d'enthousiasme. Shapiro était le plus populaire avec plus de 70% de popularité. Tout à fait, vous avez complètement raison. Je pense que... allons voir la carte, parce qu'à un moment donné, les clés, c'est le fun, mais allons voir la carte ensemble. Pardon, voilà. Je l'ai pré-préparé avec tous les... j'ai oublié de mettre le district de Columbia et le Delaware. C'est toujours un peu long partir de zéro. Mais j'aime mieux celle-ci parce qu'il n'y a pas d'annonce. C'était très distrayant la fois que j'avais choisi 270 to win. Il y avait bien trop d'annonces sur ce site-là. Donc, voici la carte électorale. Démocrate 212, Républicain 219. Ça, c'est ceux qui sont vraiment assurés. OK? J'ai laissé tout en gris, tout ce qui pouvait possiblement être en gris, y compris le Michigan, parce que même si les États étaient plus 10, d'autres sondages disent que c'est plutôt l'égalité statistique. Puis je pense que c'est beaucoup plus proche de la réalité de penser du Michigan comme une égalité statistique, pardon. Donc, je vous refais la carte, là. Ça, c'est ce qui est garanti. Garanti, là. Okay? À peu de choses près, là. Maintenant, la Pennsylvanie, pour les démocrates, fait tellement une grosse différence parce qu'une fois qu'on l'a, il nous manque vraiment pas grand-chose. La Virginie, je la mets souvent aux démocrates parce que ça serait un renversement historique de tendance depuis 2006 que ça aille aux démocrates. Puis là, on serait à une position là tellement, tellement proche. Les démocrates auraient besoin de finalement deux États. Hein, le Michigan, la Géorgie, ça suffirait. La Caroline du Nord et le Wisconsin, 270 exactement, ça suffirait. Donc les démocrates auraient besoin de 2 États, essentiellement, avec la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, au contraire, bascule républicain, là. Là, subitement, la route pour les démocrates devient beaucoup plus compliquée, là. On doit gagner le Michigan, on doit gagner le Wisconsin,
On doit gagner la Virginie. On est loin encore du but, là. On gagne la Caroline du Nord. On n'a pas encore gagné. Vous voyez? On a besoin d'un autre État encore, là. Donc, si j'enlève ça, là, je recommence. Le Wisconsin, le Michigan, la Virginie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie. Fait que juste compter combien ça fait, là, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5. Les démocrates devaient gagner 5 États pivots si les républicains remportent la Pennsylvanie. Alors que s'ils remportent la Pennsylvanie, les démocrates ont besoin de 2 autres États pivots. Là. Ah, c'est faux, 3. Pardon. OK. 3 versus 5. Donc, vous allez me dire, ça se ressemble tout un peu. Peut-être, mais reste quand même que quand on donne la Virginie aux démocrates, pour être un peu plus réaliste, aucun de ces autres États ne peut être donné à qui que ce soit. Là. C'est juste trop serré. Là. La Géorgie, c'est vraiment serré. La Géorgie, Trump en a remis une couche. Trump, là, récemment, là, j'ai fait une vidéo sur sa performance lors d'un discours à Atlanta où est-ce qu'il s'en est pris au gouverneur de la Géorgie, républicain George Kemp et son épouse. Là. Mais il a recommencé encore en Géorgie. Et cette fois-ci, Fox News a coupé. Là. Fox News a coupé le discours quand il a commencé ça. Il a dit, bon, ben en tout cas, Trump est en train de parler, puis ils ont changé de sujet parce qu'ils savent que c'est vraiment nocif. Puis, il y a un organisateur senior de Trump qui a dit, nous, dans le fond, à la limite, on s'en fout de la carte électorale. Tout ce qu'on veut, c'est la Géorgie et la Pennsylvanie, parce que, dans le fond, on est capable de remporter l'élection juste avec ça. Mais, oh, Nebraska District 2. Ils ont tort. C'est pas suffisant. Il faudrait qu'il ait gagné un autre État. Même le Nevada, c'est pas suffisant. Enfin. Bref, moi je vous relais qu'est-ce qu'ils me disent. Je crois qu'ils veulent peut-être l'Arizona. Ouais. Ils veulent l'Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie, puis dire bonne nuit. Mais c'est même pas assez. Écoutez, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de Donald Trump d'aller dire des choses comme Pennsylvanie, Géorgie, c'est pas assez pour eux. Mais on sait qu'ils visent fortement ces États-là. Trump a fait beaucoup de campagne à Géorgie, mais il tente de régler ses comptes avec le gouverneur de la Géorgie. Je suis pas vraiment convaincu de la pertinence de ça. Alors, peut-être que finalement, pour être plus objectif, quand on fait la carte, on voit bien que la Pennsylvanie, pour les démocrates, oui, ce serait énorme, mais c'est quand même pas suffisant. On a besoin d'aller chercher un État pivot difficile d'aller chercher. On a besoin de gagner le Michigan, le Wisconsin, ça serait suffisant. À un vote près, là, c'est 270, c'est ce que ça prend pour gagner. Donc, ils ont dû se dire, on a besoin de gagner ces 3 États-là. Shapiro aurait été fort dans ces 3 États-là, très fort. Mais j'ai l'impression que Tim Walz aussi, sans avoir cette espèce de wild card qu'on a parlé avec les clés. Fait que c'est quand même un bon choix, là. Peut-être que finalement c'est un encore meilleur choix que je pensais, mais en même temps, ça vaut la peine de mentionner que pas convaincu là, que Kamala Harris... il n'y a rien qui annonce que Kamala Harris va être une grande présidente. Là. Elle n'a pas été gouverneure de rien, elle a été sénatrice, elle a posé des bonnes questions, c'est une procureure, donc quand elle avait des témoins, elle les coinçait bien. Mais quelle est son expérience? On sait qu'on lui a pas donné beaucoup de dossiers. Quand on lui a donné des dossiers, c'était des dossiers très difficiles parce que ça n'est pas bien sorti du tout. Donc, j'aurais pas été surpris qu'elle fasse une erreur là-dessus. Mais peut-être que finalement les chiffres semblent lui donner raison. Quand je regarde tout ça un peu dans sa globalité, cette carte et aussi les clés, peut-être finalement que c'est un bon choix. Donc voilà, je vais prendre encore quelques petits commentaires. Si les racistes n'aura pas la même communauté noire, je pense, je peux me tromper. Le vote de la communauté noire, c'est qui est raciste? Si Walt est raciste ou si Trump est raciste? Parce que je suis pas entièrement convaincu que Trump est pas raciste. Parce que de la façon dont il attaque systématiquement les candidats noirs en les traitant des noms qui sont vraiment réservés, là, comme Nasty, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est votre opinion. Ah, c'est Walt, c'est raciste. Ah, ouais, j'ai pas entendu ce reproche-là. Là. J'ai pas entendu des gens dire que Tim Walz était raciste. Mais bon, c'est sûr que il vient d'un État très blanc. Il vient d'une communauté très blanche. Est-ce que c'est le mieux placé pour réagir? Mais en même temps, quand il y a eu le meurtre de George Floyd, il a quand même passé des règlements qui disaient à la police
qui n'avaient plus le droit de faire de prise d'étranglement comme ils ont fait à George Floyd, et ils ont aussi passé un règlement qui disait que si un policier est témoin d'un autre policier qui abuse de la force, alors il est obligé d'intervenir faute de quoi il est lui-même en faute. Donc c'est quand même c'est quand même assez pro-communauté noire qui sont disproportionnellement visées par la violence policière aux États-Unis, même si on tient compte du taux de criminalité différent. Donc voilà, on verra pour la suite. Je ne sais pas si j'avais fini de faire le tour de ce que je voulais parler, mais je crois que oui. Au nombre de noirs à la Convention républicaine, Trump n'est pas raciste. Ouais. Ben, je veux dire, je suis pas sûr que c'est nécessairement un argument, là, dans le sens qu'on voit souvent des gens des communautés opprimées qui appuient l'oppresseur, mais moi je pense que c'est une erreur de se concentrer là-dessus du côté démocrate. Je pense pas que les démocrates gagnent à dire à Trump, vous êtes raciste, vous êtes sexiste, ces choses-là. Ça reste une attaque personnelle. À la place de le dire, montrez-le. Si vous pensez que c'est raciste, ben montez votre dossier. Je pense pas, parce que pensons à ça. Là. Dans le fond, il y a 3 groupes. Les 2 premiers sont énormes comparés au troisième. Il y a les gens qui détestent Trump, qui, à ce stade-ci, il n'y a plus rien que Trump peut dire pour les convaincre de voter pour lui. Il y a les gens qui adorent Trump, à ce stade-ci, il n'y a plus rien que Trump peut faire pour les convaincre ou quelqu'un d'autre de ne pas voter pour Trump. Puis il y a les indécis qui ne sont pas certains. Et il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'en reste plus beaucoup des indécis, pas certains, mais moi, je suis presque certain que les insultes envers Trump, dire vous êtes raciste, vous êtes sexiste, là, ça n'a aucun impact sur ces gens-là, parce que ça fait 10 ans, là, maintenant, qu'on traite Trump de tous les noms, puis ça n'a pas encore forgé leur opinion. Donc, je pense que c'est plutôt... Berlusconi, il gagnait élection après élection, puis il était un peu le même personnage. Il disait des choses grossières, sexistes et tout ça. Puis là, les gens, au début, ils réagissaient en le traitant de sexiste, en le traitant de raciste, puis ça fonctionnait pas. Berlusconi gagnait. Puis finalement, la façon dont ils ont fini par l'avoir, c'est qu'ils ont dit... On va critiquer ses idées. En disant, votre idée là-dessus, c'est pas une bonne idée pour telle raison. Son idée là-dessus, c'est pas une bonne idée pour telle raison. Puis là, finalement, on laisse les gens tirer la conclusion que finalement, M. Berlusconi n'est pas nécessairement le meilleur président possible. Même affaire pour les États-Unis, c'est ça qu'il devrait faire. Là, Trump, il parle de mettre des tarifs de 20% sur tout ce qui vient de la Chine, en disant la Chine va payer 20% de tarifs. Mais ça, je sais pas s'il fait exprès, ou s'il ne comprend pas comment les tarifs fonctionnent, mais les tarifs sont payés par le consommateur. Là. Si vous importez quelque chose qui vient de la Chine, puis votre pays met un tarif de 20% à l'entrée, c'est qui paye le tarif de 20%? C'est la Chine? Non, c'est vous. Donc, cette position-là de Trump revient à dire tout ce qui vient de la Chine va augmenter en coût de 20%. Donc, on parle de limiter l'inflation. Ça va avoir un impact inflationnaire énorme, parce que, qu'on soit d'accord ou pas, il y a beaucoup de choses qu'on importe de la Chine. Oui, on est en train de relocaliser. Oui, on est en train de refaire des usines, mais je veux dire, il y a une transition, puis on est dedans. Donc, ça va avoir un impact sur le consommateur énorme. C'est ça qu'il faut dire. Il faut s'en prendre aux idées de Trump, du côté démocrate. Parce que je suis d'accord avec vous, là, aller le traiter de raciste, effectivement, il va montrer les Noirs qu'il y a dans son auditoire, puis il va dire clairement pas. C'est sûr qu'on est... il était allé chercher quand même un certain nombre d'électeurs noirs la dernière fois. On en a parlé beaucoup là, au cours des dernières vidéos. J'ai pas nécessairement envie de revenir là-dessus. Ça va jouer beaucoup en Géorgie, parce qu'en Géorgie, il y a peut-être une trentaine de pourcents, 32% de noirs en Géorgie. Donc, c'est sûr que... Puis la Géorgie, comme je vous ai montré sur la carte, on peut en reparler, est très importante. Là, 16. Les chiffres à côté, là, je vous rappelle que ça, c'est le nombre de grands électeurs. C'est rep by pop. Donc, à chaque élection, ça peut changer. La Pennsylvanie en avait 20, il en a 19. Ces chiffres-là changent légèrement. Le Texas, ça augmente beaucoup. Là. Il y en avait 38 la dernière fois, il y en a 40 là. Ça représente la grosseur de la population. Donc, on peut voir que le Nevada en a juste 6 dans les États pivots, puis la Pennsylvanie en a 19, c'est le qui en a le plus, mais la Caroline du Nord en a 16, la Georgie en a 16, la Virginie en a 13, Michigan 15, Wisconsin 10, Arizona 11. Donc les Noirs vont être très importants ici. C'est sûr que si les démocrates vont remporter la Géorgie, ici il y a beaucoup de Noirs aussi en Caroline du Nord, en Virginie, en Pennsylvanie. Avec un vote noir presque unanime, on serait capable là, du côté démocrate de remporter l'élection. Donc voilà, un dernier petit tour vers les commentaires. Il s'acharne sur Trump, je pense que Trump est le grand méchant, toutes les poursuites criminelles, c'est ça que vous voulez dire, les poursuites criminelles de Trump.
À eux, lui, nuit. Ah, toutes les poursuites criminelles à eux, lui, nuisent. Ah, ok, nuisent aux démocrates. Ça nuit aux démocrates d'avoir toutes ces poursuites-là. Possiblement. Possiblement. Je peux pas être en complet désaccord avec vous, mais en même temps, j'ai l'impression que le fait qu'il soit un criminel reconnu, j'ai même pas encore eu l'occasion de faire le tour de toutes les poursuites qui lui pendent au bout du nez. Là, paraît-il qu'en septembre, finalement, il va y avoir une audience sur la peine dans la poursuite dans laquelle il a été reconnu coupable là, de 34 crimes dans l'État de New York. Donc, techniquement passible de prison. Techniquement, pourrait se faire condamner à de la prison aussitôt qu'en septembre. Ça pourrait venir jouer. Je pense pas que ça joue beaucoup pour lui parce que, parce que finalement, c'est pas vraiment un avantage d'avoir été reconnu coupable d'un crime. Par contre, je suis d'accord avec vous que s'en prendre directement à la personne de Trump, le traiter de non, le traiter de bizarre, le traiter de... Je suis pas certain que c'est la façon de faire. Moi, je pense que c'est plutôt sur les idées qu'il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on aurait du succès du côté démocrate. Il reste encore du temps, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais un petit scoop, là, moi, quand on va faire la soirée électorale ensemble, là, vous allez probablement aimer ça si vous avez l'occasion de me suivre, parce que moi, je vais vraiment compter par compter dans les états clés. On regarde les pourcentages qui sont remplis, puis je suis capable de prédire assez efficacement là, à partir de quel moment cet état-là est vraiment passé d'un côté ou de l'autre, parce qu'on y va vraiment avec une analyse plus fine là, des différents comtés qui composent les différents états. Donc, on aura l'occasion de voir de voir plus clairement qui l'emporte. Mais j'ai envie d'appeler cette soirée électorale-là parce qu'ils ne peuvent pas tous perdre. Parce que je ne suis pas vraiment impressionné nécessairement par le calibre des personnes en jeu. C'est souvent des gens relativement populaires qui se rendent au-dessus du ticket. Là, quand on se rappelle de Trump contre Clinton, là, Trump était détesté par les démocrates, Clinton était détesté par les républicains. Les électeurs indécis n'aimaient ni l'un ni l'autre candidat, qui sont ramassés par la suite Trump contre Biden. Les gens n'étaient pas contents des deux candidats. Et là, on se retrouve Trump contre Harris. Les indépendants, je pense pas qu'ils soient super contents. C'est quand même étonnant comment que le système a de la misère à produire des gens qui sont vraiment capables de connecter avec le public de façon sincère. Mais c'est le système qu'on a. Donc voilà, dernier petit tour pour les commentaires. J'aurais plus vu Michelle Obama que Kamala. Écoutez ça, là, Michelle Obama, là, on va prendre 2 secondes pour se le dire. Là. Michelle Obama, là, je crois que ça serait quelqu'un d'absolument formidable. Et je veux dire au sens de quelle menace pour l'adversaire. Parce qu'elle est extrêmement populaire. S'il y avait encore le nom Obama, mais c'était Michelle cette fois-ci, on sait elle a plus de punch que son mari. Elle va vouloir effectuer des changements. Elle a une bonne pogne. Et très, 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 très populaire auprès de la base. Je pense qu'elle gagnerait relativement facilement contre pratiquement n'importe quel candidat républicain. Mais ce qui se passe avec Michelle Obama, c'est qu'elle n'a pas du tout envie de faire ça. Elle n'a pas aimé ses 8 années à la Maison-Blanche. Elle a trouvé ça difficile. Elle veut finir d'élever ses filles. Elle veut prendre une pause. Peut-être qu'elle va le faire plus tard, mais c'est pas une politicienne. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui est très direct. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire semblant d'aimer quelqu'un quand elle n'aime pas cette personne-là. Alors, c'est peut-être pas dans le système politique des qualités très très efficaces là, parce que c'est un jeu d'équipe la politique. On dit souvent politics makes for strange bedfellows, qui veut dire ça fait des drôles de compagnons de lit la politique, parce que des fois on se retrouve dans le même lit puis on sait que on s'est arraché les cheveux. Le plus bel exemple, c'est le nouveau Front populaire en France. C'était des partis qui s'étaient entre-déchirés aux élections européennes juste avant. Puis en l'espace de, je pense que c'est 48 heures après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale en France, et ils ont fusionné, en tout cas ils n'ont pas fusionné, là, j'exagère, c'est pas le bon terme, là, mais ils ont uni leurs forces, ils se sont entendus pour une séparation des circonscriptions. Et là, je viens de te traiter de ci, je viens de te traiter de ça, puis là, oups, on doit s'entendre, on s'assoit puis on parle. Ça reste des qualités essentielles en politique, puis elle en serait relativement dépourvue. Donc, l'avantage, c'est quand même drôle, parce que l'avantage d'être honnête et direct et d'avoir du mal et d'avoir de l'intégrité face à ses propres convictions, c'est un désavantage en politique, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent. Donc, voilà ce que je pense de Michelle Obama. Je serais comme vous très intéressé de voir qu'est-ce qui se passerait si elle était choisie candidate. Donc voilà, je crois que pour l'instant, ça va faire le tour pour aujourd'hui.
Je vous rappelle la nouvelle. Tim Walz, gouverneur du Minnesota, choisi comme colistier de Kamala Harris. Et maintenant, les démocrates ont vraiment complété ce remarquable retournement en moins de 3 semaines. Ils sont passés de Joe Biden, Kamala Harris à Kamala Harris et Tim Walz, avec un changement de ton notable de la campagne. Biden hésitait à faire campagne contre Trump en raison de ses accusations criminelles, en raison de ses bizarreries. Je crois que c'est peut-être parce que Biden a passé beaucoup de temps au Sénat, il est habitué de devoir ménager les relations. Aussi son fils qui était accusé est reconnu coupable de crime fédéral, ça le mettait dans une position difficile pour lancer des accusations ou rappeler aux gens qui étaient reconnus coupables, convicted felon. Mais Kamala Harris a laissé tomber les gants. En fond, comme on dit, je ne sais pas au hockey, je ne sais pas si ça se passe aussi dans d'autres régions francophones du monde, mais laisser tomber les gants, ça veut dire là, on va commencer à se battre tout de suite. Elle est allée directement pour la jugulaire. Elle a commencé à le traiter implicitement de criminel en disant j'ai été procureur, des violeurs j'en ai connu, des voleurs j'en ai connu, des menteurs j'en ai connu, des tricheurs j'en ai connu. Alors laissez-moi vous dire que je connais bien le type de Donald Trump. Je pense que c'était des attaques à peine voilées sur tous ces sujets. Donc le changement de ton est arrivé. Tim Walz arrive en traitant les gens de bizarres. On voit qu'avec son côté folksy, son côté populiste, là, capable de rejoindre des gens ordinaires, étant lui-même issu de la classe de gens ordinaires, on montre qu'on va y aller, on va jouer très dur, puis on va y aller, on va vraiment tenter de gagner chaque vote dans cette carte électorale qui, vous voyez le gris, là, c'est vraiment très, très, très forte prédominance ici du Midwest. Donc, si Trump devait gagner le Midwest, il serait pratiquement assuré de gagner la présidence. Et si ce n'était pas le cas, ça serait la même chose pour les démocrates. Je vais juste vous montrer un cas de figure quand même intéressant. Ok. Si on avait cette configuration-ci, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Nevada, et les démocrates gagnaient l'Arizona, la Georgie, la Caroline du Nord et la Virginie, nous aurions une égalité. C'est théoriquement possible. C'est théoriquement possible. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on va en parler dans une prochaine capsule. C'est la Chambre qui règle, mais quelle Chambre et à quelles conditions? Ce n'est pas aussi simple qu'un membre, un vote. On va en reparler dans une capsule future. Alors, n'oubliez pas de rester à l'affût. Je vais continuer de vous informer sur les technicalités et les dessous de la politique américaine. Alors, merci d'avoir tous été là au cours de ce live. Nous avons été quand même nombreux. Si je regarde vitement les statistiques, nous avons eu quand même 327 personnes qui ont visionné. Nous avons eu plusieurs personnes en même temps. Je crois que simultané, présentement, on en a 23. Donc, merci d'avoir été là. On va se reparler dans une prochaine capsule. Je vous dis à la prochaine et bonne journée.